Et bien, c'est parti. Alors, notre thématique ce mois-ci, comme vous avez pu le voir à travers les réseaux sociaux, on a la première thématique qui est vraiment cette thématique ce mois-ci, on a essayé un peu de sensibiliser à la levée de fonds, comment séduire un business angel, c'était vraiment notre tips tout au long. Alors, je vais commencer par présenter tout le monde et notre objectif aujourd'hui, ça va être de vous donner les clés sur partager notre expérience, comment séduire ou comment mettre toutes les chances de vos côtés pour séduire un business angel. Alors, on a la chance aujourd'hui d'avoir autour de la table Pierre et Igor, qui ont également, alors au-delà de leurs expériences d'investisseurs, business angel, pour Pierre, donc business angel, entrepreneur, et puis aujourd'hui au sein de la banque Ovis, qui est une banque d'affaires, et Igor qui est start-upper, donc qui est le CEO de la crypto. On a la chance aujourd'hui d'avoir ce binôme parce qu'ils ont chacun leur expérience personnelle, mais ils ont aussi une expérience conjointe, dans le sens où Pierre est en train d'investir au sein de Contact Crypto. On a trouvé ça très enrichissant et c'est vraiment c'est cette expérience et cette relation qu'on va vous présenter tout au long de ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions parce que c'est vraiment l'objectif aujourd'hui que Pierre et Igor puissent vous préparer et vous présenter leur expérience. Pierre, Igor, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Non, c'est très clair. C'est parfait. Alors, à ce webinaire, comme d'habitude, on va se prendre à peu près une minute pour aborder toutes les thématiques. On laissera une partie aussi de questions-réponses à la fin. Je vous propose 4 axes principaux à travers lesquels on va passer à étudier la relation du business angel. Un premier groupe de questions autour de la prise de contact avec les business angels, comment les aborder. Ensuite, on va faire une petite digression vers les holdings et finalement voir où se cachent les business angels, parce qu'ils ne sont pas toujours uniquement là où on les attend. On parlera aussi du réseau et puis de la relation. Une fois que les choses sont faites ou en cours de négociation, la relation à avoir avec son business angel. Pour commencer, j'aurais aimé donner une rapidité avec ce terme. Je voulais quand même parler des principales idées. J'aime bien dire que dans une levée de fonds, en fait, on va aller voir le bon interlocuteur au bon moment. Et le business angel, aujourd'hui, c'est un maillon indispensable au financement de l'économie française, vraiment. Il y en a peut-être peu aujourd'hui, mais malgré tout, il y en a, ils sont là depuis longtemps et il faut en profiter. Ils vont intervenir sur des financements en fait de sociétés souvent qui sont en seed. On va souvent les trouver à ce moment-là. Donc, ne pas aller trop tôt voir des business angels tant qu'on n'a pas une preuve de concept, un chiffre d'affaires, une traction, parce que malgré tout, ils veulent avoir une partie et un retour en fait finalement sur investissement quand même intéressant et important. Donc, à ne pas confondre avec le love money qui va être en pré-seed. Les business angels vont être essentiellement en seed. Leurs tickets, s'ils sont seuls, il peut y avoir un ticket moyen à 10K en général. Alors, je sais qu'il y en a qui vont donner beaucoup plus, mais seul ou en groupe, la grande fourchette, on est entre 10 et 200 000 euros de fonds en fait, mis à disposition quand ils font un tour de table. On les retrouve, comme je disais, seuls ou en groupe. Donc, quand ils sont en groupe, on peut plus facilement les identifier via France Angel, qui aujourd'hui est l'association nationale qui recense les clubs de business angel. Ils sont souvent spécialisés soit par secteur d'activité, soit par secteur d'activité, soit par région, pardon. Alors, on m'indique que mon micro fait de l'écho. Est-ce que c'est le cas ? Oui. Ouais. Ça résonne un peu, oui. Ça résonne un peu. Je vais mettre les écouteurs, ce sera peut-être plus agréable. Peut-être juste un peu fort aussi. Est-ce que c'est mieux ? Parle un peu pour voir. C'est mieux comme ça ? Vous m'entendez mieux ? Oui, ça va. Ça va ? Oui, il n'y a plus d'écho, c'est mieux, oui. Il n'y a plus d'écho, très bien.
Donc, je disais qu'ils sont souvent catégorisés donc soit par industrie, par spécialisation ou alors par secteur géographique. Il ne faut pas oublier qu'un business angel va investir ses fonds personnels, ce qui différencie des fonds d'investissement, et puis le réel intérêt au-delà juste de faire une sortie, parce que beaucoup de business angels sont conscients que les sorties ne se font pas toujours. En fait, c'est vraiment apporter son expertise et son expérience qui va venir motiver un business angel. Pierre, je ne sais pas si tu aurais aimé compléter cette définition. Peut-être en disant quand rentrer en contact avec un business angel, puisque... Tout à fait. On aborde la première question. Voilà, ce qui serait bien, c'est comment... c'est peut-être pas forcément la première chose à faire. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de bien travailler son projet. Et l'idéal étant de pouvoir s'autofinancer ou de trouver des solutions non dilutives. Donc, c'est bien de regarder ça avant de prendre contact avec des business angels et essayer dans son dossier de voir quelles sont les possibilités pour limiter les besoins en fonds de roulement, notamment les financements, pour éviter de se diluer dans le capital. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'idée, c'est de pouvoir développer un projet professionnel tout en restant patron chez soi et de ne faire appel à des business angels qu'à partir du moment où il y a besoin de financement externe. Et avant le business angel, ça peut être intéressant de contacter différentes associations, comme le réseau Entreprendre, par exemple, ou le réseau Initiative, pouvoir avoir des fonds, et à ce moment-là, ce n'est pas dilutif, voir aussi ce qui est possible en termes de prêts classiques. Et quand il y a un business angel, ça peut être bien quand ces autres solutions n'ont pas pu donner suffisamment de financement. Igor, par expérience, est-ce que toi, tu es allé voir des business angels peut-être trop tôt ou finalement c'était au bon moment ou ça s'est fait par des opportunités comme avec Pierre, par exemple? Oui, alors, ça se fait jamais trop tôt parce que je pense que c'est bien d'avoir un réseau de business angels assez tôt finalement dans le projet. Après, c'est quand est-ce qu'on actionne ce levier. Nous, chez Contact Crypto, on a très rapidement, en fait, on a fait une première levée qu'avec des business angels en complément de la BPI et d'une bourse French Tech. Donc, en effet, je pense qu'il y a plusieurs leviers, donc le non dilutif. Et après, quand on décide d'aller sur du dilutif, je pense que c'est vraiment en fonction du besoin du projet. C'est vraiment le besoin du projet, de comment on veut se développer et à quelle vitesse on veut se développer, qui fait que voilà, c'est en fonction vraiment du besoin de l'entreprise. Après, je dirais quand même que tu parlais tout à l'heure de seed. Donc nous, on avait déjà des premiers BA un premier BA, on va dire en pré-seed. Et sur la partie seed, je pense que il faut déjà avoir démontré un go-to-market, avoir un MRR suffisant et d'avoir aussi un objectif de levée un peu plus général aussi avec des fonds d'investissement et que ça vienne aussi en complément de ces fonds d'investissement. C'est aussi la question du lead à prendre. Qui va prendre le lead finalement? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'un business angel prenne le lead ou est-ce que ça va être le fonds? Ça peut venir compléter de manière intéressante. Oui, tout à fait. Très bien. Est-ce qu'on peut parler d'une psychologie quand on est dans cette approche? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un comportement à adopter plus qu'un autre, Pierre? Alors ça, Igor fait bien de parler de l'intérêt de la prise de contact. Ce qu'il y a d'intéressant quand on crée un projet, c'est de ne pas rester isolé. Donc, c'est très intéressant de s'ouvrir à différentes possibilités et d'échanger sur le projet. Donc, psychologiquement, c'est intéressant d'avoir des contacts avec différents interlocuteurs, dont des business angels, pour s'ouvrir, confronter son projet, accepter les remarques, voire éviter des erreurs qui peuvent coûter cher, des choses qui reviennent assez souvent, en termes par exemple de suivi de trésorerie ou d'analyse de la concurrence. Donc, la vocation des business angels, c'est de partager, d'essayer d'avoir un échange entre dirigeants et proposer un accompagnement, c'est-à-dire le business angel avec le porteur de projet peuvent échanger sur le projet. Cet accompagnement, finalement, c'est un peu
je ne veux pas dire que c'est la carotte, mais c'est ce qui va vraiment motiver le business angel. Il faut qu'il sente qu'il a une réelle valeur ajoutée à apporter, en plus des sous. Exactement. Alors, en tant que business angel, on identifie assez rapidement les personnes avec qui on pourra avoir un contact constructif ou pas. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui va, je vais prendre un exemple, par exemple, qui a déjà une activité, par exemple, qui est déjà paysagiste et qui veut créer une nouvelle structure dans une autre ville, par exemple, mais il est assez peu probable qu'il fasse appel à un business angel parce qu'il connaît déjà le métier. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y ait des domaines où le business angel va pouvoir apporter quelque chose. Et il y a aussi une différence que je voudrais souligner entre le business angel et une société de capital risque ou des fonds, c'est que le business angel, c'est une personne. Donc, à ce titre-là, la relation sera d'autant plus bénéfique qu'il y a une relation constructive qui s'installe entre le dirigeant d'entreprise et le business angel, et que le business angel se mobilise pour bien accompagner le dirigeant. Le défaut du business angel, c'est que dans le temps, ses priorités peuvent changer. Et quand vous faites appel à une société de capital risque, par exemple, ou un fonds, vous avez en face de vous une structure avec des interlocuteurs qui peuvent changer dans le temps. Avec un business angel, il y a un peu le danger parfois d'avoir quelqu'un de très impliqué, voire trop impliqué à certaines périodes, et un petit peu plus difficile à joindre, par exemple, à d'autres périodes. Donc ça, c'est quelque chose un peu sur lequel il faut être vigilant. Et alors, quels seraient tes conseils? Parce que souvent, ils peuvent, alors peut-être quand ils sont seuls, ou peut-être pas quand ils sont seuls, mais plus quand ils sont en groupe, et encore ça dépend du montant ou du ticket mis sur la table, mais ils peuvent négocier des sièges souvent au conseil stratégique. Si d'un coup le business angel est moins réactif ou s'il y a ce risque, est-ce que tu aurais des conseils à nous donner? Alors déjà, il y a un point, c'est qu'il y a pas mal de plateformes de business angel, comme tu as cité, qui font partie de France Angel. Après, c'est décliné souvent dans les principales villes de France. Et ce qui est intéressant, c'est quand on a une plateforme de business angel, ce qui est bien, c'est que si par exemple il y a 3 personnes qui investissent dans votre projet, eh bien, c'est bien d'en avoir un qui soit chef de file avec lequel vous avez un suivi plus régulier. Parce qu'il faut aussi éviter de multiplier les contacts parce que ça peut aussi prendre beaucoup d'énergie. Donc, c'est bien d'avoir quelqu'un. Et puis ensuite, ce qui est très important, c'est de bien définir quel type de relation vous recherchez. Ce qui est fondamental, c'est que c'est le porteur de projet qui porte le projet. C'est lui qui exécute, c'est lui qui fait les choses. Le business angel doit bien rester dans un rôle d'accompagnement. Et je ne parle pas de conseil parce que en général, les business angels sont plutôt des généralistes et n'ont pas d'expertise. Avoir un business angel, à mon avis, n'évite pas d'avoir ses conseils comme l'expert comptable ou les avocats. Et donc, ce qui est important, c'est qu'il faut être vigilant. Si on fait rentrer un business angel dans un board ou un conseil d'administration, il faut bien voir dans le temps si la relation va toujours rester constructive. Et il me paraît prudent, si vous prenez quelqu'un, par exemple, dans un conseil d'administration, c'est bien s'engager que temporairement avec lui. Et que si à un moment donné, vous sentiez que le business angel vous apporte moins, et bien que vous puissiez arrêter ou vous ne soyez pas obligé de continuer à travailler avec lui. Oui, c'est ça. Le business angel ne substitue pas le dirigeant, en fait, ou le porteur de projet. Il va venir en complément, il va le challenger, il va lui poser les questions pour, justement, peut-être le mettre face à ses contradictions ou lui faire comprendre certaines choses que le business angel aura pu vivre dans sa vie entrepreneuriale. Apporter, en fait, son expérience, pas à conseiller à dire non, il faudrait faire ça, mais à plutôt dire voilà, si on fait ça, qu'est-ce que ça nous apporte? Est-ce que, par exemple, sur des questions de gestion de la trésorerie, c'est pas dire on fait comme ça, mais plutôt dire pourquoi tu fais ça? Voilà, poser des questions en fait. Et avoir un rôle de mentor. Ouais, un peu mentoring. Ouais. Et le point qu'aborde Igor là, il est super important. À mon avis, quand le business angel dit il faudrait faire ça, à mon avis, il n'est pas dans son rôle. Et c'est un peu la difficulté. Beaucoup de business angels sont d'anciens entrepreneurs et c'est pas très simple de passer d'une vie d'entrepreneur à un rôle de business angel. Business angel, pour moi, il est juste là pour voir si
ce que fait le porteur du projet lui semble cohérent, s'il le comprend. C'est-à-dire que quand un porteur de projet veut faire de la croissance, mais est trop limité dans ses investissements, par exemple, le business angel, il faut qu'il comprenne d'où va venir la croissance et bien aller dans le détail. Mais par contre, il n'est pas là pour faire à la place du dirigeant. C'est très très clair, mais quelque part, là on a ces recommandations et peut-être que tous ceux qui sont avec nous autour de cette table sont en train de se dire ouais c'est cool en théorie, mais en réalité si j'ai besoin des sous, est-ce que c'était un peu le sondage qu'on a lancé sur LinkedIn ce mois-ci, c'est à un moment il me faut les sous, est-ce que je vais accepter absolument tout même si je sens pas vraiment ce business angel ou même si je sens qu'humainement ça peut accrocher à des moments, est-ce que Pierre, tu penses qu'une start-up peut se permettre de demander, je ne sais pas, un business angel, de poser un petit peu ses limites ou s'il y a un ressenti qui est pas si optimiste que ça et si positif que ça? Ah oui, c'est vraiment très important. Il y a des points sur lesquels il ne faut pas négocier, quoi. Déjà, ce qui est important, c'est que vous allez rencontrer plein de difficultés dans le projet. Plein de choses. Il y a une phrase de Napoléon qui est intéressante, c'est que le plan de bataille change au premier coup de canon. C'est-à-dire que vous avez fait un prévisionnel, et puis dès le début de l'activité, il va y avoir des imprévus. Et là, il faut que vous ayez envie d'échanger avec votre business angel. Si sur le plan humain, vous vous sentez pas bien écouté, la personne est difficile à joindre, ou bien la relation n'est pas agréable, vous n'allez pas avoir l'énergie pour rappeler la personne ou échanger avec elle. Donc, et puis un point qui est important, si vous voulez, c'est que quand vous levez de l'argent, il faut arriver à créer une dynamique, mais pas pour autant tout accepter. C'est-à-dire que, paradoxalement, c'est en étant exigeant que votre projet va devenir sexy. Il faut essayer de créer un rapport de force à votre avantage. C'est extrêmement précieux ce que tu es en train de nous dire. Oui, Igor, je te prie. Et nous, par expérience, on a déjà refusé un business angel, ancien entrepreneur qui avait jamais vraiment investi dans des boîtes après coup, et que c'était plutôt l'envie de l'aventure qui l'intéressait. Enfin, il avait envie d'investir de l'argent, mais après, dire qu'il investissait dans des boîtes plus que être aussi accompagnant du projet. Et en fait, dans les discussions, on s'en rend compte très rapidement. C'est des choses qu'on arrive très facilement à cerner après quelques échanges. Et c'était tout à l'inverse de la relation qu'on a établie avec Pierre dès le départ. Des points, et ça se voit en 2 rendez-vous, quoi. Oui. Donc on peut dire non. On peut dire non à un business angel, et même si on est dans une situation où il nous faut des sous, on n'est pas obligé de tout accepter. Donc, important de bien comprendre la psychologie. Alors, on a passé un peu de temps sur ce point, mais parce que ça reste de l'humain avant tout. Ceux qui me connaissent savent que j'aime cette phrase. C'est vrai que ça reste de l'humain, et donc pour bien les approcher, il faut déjà bien cerner la psychologie du business angel au sens général, mais encore plus des business angels que vous allez avoir en face de vous. Je vais continuer sur une autre question. On les trouve où, ces business angels? Alors, on a parlé de France Business Angel, d'accord, mais comment on les approche, ou du moins comment on peut les trouver? On va juste chercher sur Google, ou est-ce qu'on les trouve ailleurs? Alors, il y a une association française qui s'appelle France Business Angel. Et par exemple, à Nantes, vous avez une association qui s'appelle ABAB, donc qui, je pense, fait partie du réseau France Business Angel. Là, sur Internet, il y a déjà la possibilité de trouver beaucoup de choses. Donc, il y a des business angels qui sont en réseau, d'autres qui travaillent plus de façon indépendante, et puis d'autres qui sont spécialisés dans des secteurs d'activité, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller au centre de commerce, de voir aussi tout le réseau associatif. Donc, j'ai déjà cité le réseau Entreprendre. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de personnes commencent par exemple, être lauréats du réseau Entreprendre. Donc, ça permet d'être dans des réseaux de chefs d'entreprise.
au sein desquels il y a souvent des business angels. Ce qui est très intéressant, c'est que tout ce qu'on appelle le love money en français, le capital de proximité, c'est quelque chose qui existe en France depuis tout le temps, depuis le Moyen-Âge. Il y a toujours eu des personnes qui ont souhaité investir localement voilà, et dans l'économie. Donc, c'est des systèmes classiques. Après, moi, je voulais juste aussi préciser quelque chose, c'est que les deux BA, en tout cas, qui nous ont accompagnés sur Contact Crypto, on les a pas trouvés ni dans un France BA ni dans un club deal. Souvent, ils sont assez proches finalement de notre propre réseau. Alors, soit ça peut être, ça revient peut-être après sur la question de la holding, mais souvent ils sont pas si loin que ça. Et des fois, il faut juste se poser et puis après prendre des rendez-vous, discuter avec des gens autour de nous dans notre écosystème. Et quand je parle d'écosystème, nous on est donc dans un milieu qui est en lien avec la crypto. Et c'est là où on s'est rencontré avec Pierre, c'est qu'on avait on est allé à cette conférence pour profiter du même écosystème, donc l'écosystème crypto. Et c'est à une conférence qu'on s'est rencontrés. Donc ça peut être aussi lors de meet-up, lors de conférences, lors de ce genre d'événements finalement. Et c'est encore plus productif finalement, parce que ciblé, vous savez que vous avez un intérêt commun, une expertise commune, et finalement les choses et la relation se fait déjà peut-être même plus facilement que d'aller candidater via Gust. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Gust, c'est la plateforme aujourd'hui qui est utilisée beaucoup par les groupes de business angels référencés au sein de France Business Angel. C'est une plateforme en fait américaine où les porteurs de projets vont déposer leur dossier. Donc ils vont mettre leur pitch, leur deck, leur présentation, leur vidéo, leur prévisionnel, absolument tout. Et ensuite, ils ont juste à ouvrir finalement l'accès à leur Gust à des groupes de business angels. Donc c'est plus qualifié. Si on parlait de lead, c'est plus qualifié que d'aller chercher dans des conférences. Oui. Il y a un point qui revient souvent, c'est savoir s'il vaut mieux prendre un business angel qui est en activité ou pas. Alors moi, je suis plutôt favorable pour essayer d'être en contact avec quelqu'un qui est encore en activité, parce que souvent la personne est plus au fait des choses, plus dynamique. Et ça, ça cet avantage-là. Après, la personne, elle peut aussi manquer de disponibilité. Donc, c'est vrai qu'un business angel qui a arrêté ou réduit ses activités peut à ce moment-là être plus disponible. Donc, ton conseil, c'est quand même d'oser demander ou de voir si la personne est encore en activité et privilégier quelqu'un qui a plus de temps libre. Oui. Et puis après, ce qu'il y a de bien, c'est d'avoir quelqu'un, rechercher la complémentarité. Par exemple, si vous êtes dans un secteur d'activité bien précis, c'est pas forcément de prendre quelqu'un qui va connaître votre secteur d'activité. Par contre, si vous avez plutôt un profil de gestionnaire, ça peut être bien d'avoir quelqu'un qui peut avoir plutôt un profil commercial, par exemple. Et parfois, c'est bien d'avoir un regard un peu, je sais pas quel terme employer, mais de néophyte. C'est-à-dire que, voilà, c'est quelqu'un comme ça, il va vous poser des questions. Puis bon, dans la création d'entreprise, il y a toujours une vigilance particulière à avoir sur des notions de trésorerie, par exemple. Et ça, c'est quel que soit le secteur d'activité. Igor, tu souhaitais compléter ? Non, je crois que Pierre a tout dit. Je pense que comment s'informer sur le BA, c'est en discutant beaucoup avec lui. Je pense que nous, avec Pierre, c'est fait de manière naturelle. C'est-à-dire que quand on s'est rencontrés, je cherchais pas de BA. En fait, on s'est parlé d'entrepreneur à entrepreneur, et c'est au fil des discussions qu'on a commencé le webinaire, c'est comment séduire. Il y a de la notion de séduction, de discussion, d'échange, et finalement, on se rend très vite compte de si ça peut matcher ou pas, et des points en fait qui vont être importants pour le BA. Moi, en tant que chef de projet, qu'est-ce qui va être mis sur la table régulièrement, quels vont être les points de vigilance que le BA va mettre en avant, et c'est ça finalement, c'est comme ça qu'en fait qu'on s'informe sur lui, sa vision des choses, sa philosophie en fait, et je pense que c'est les discussions. C'est très important, et je reviens donc sur un point, c'est que Pierre et Igor, tous les deux, en fait, Pierre, là, tu ne vas pas investir via un groupe de business angel, tu vas investir seul.
dans Content Crypto. Oui, mais ça reste, là, à ce moment-là, c'est comme un business angel indépendant. Donc ça s'inscrit là-dedans. La réponse à comment le trouver, Igor nous dit, on a réussi à trouver Pierre, mais c'était d'abord par amitié ou par bonne relation pendant un salon, et puis ensuite on a appris à se connaître, à se découvrir. Et je reviens sur le point que tu as abordé tout à l'heure, Igor, en parlant des holdings, et je parlerai enfin des holdings et puis aussi des family office, parce que finalement c'est à l'heure de qui veut être mon associé, je pense que tout le monde entend parler et voit aussi un peu la levée de fonds différemment avec cette émission, mais typiquement, alors bon, Pierre, c'est différent parce que tu as aussi ton propre club deal, mais si on fait la démarche classique d'aller sur France Angel, on aura beaucoup plus de difficultés à te trouver alors que tu es vraiment un business angel actif. Les holdings aussi. Est-ce que, Pierre, tu serais à l'aise pour nous en dire un petit peu plus sur ces fonctions, sur ces holdings et en quoi c'est intéressant de les considérer aujourd'hui comme des business angels? Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a une nouvelle génération de business angels qui arrive grâce au secteur du numérique où il y a eu des personnes qui ont fait des premières levées et puis qui ont réussi. Certaines d'entre elles souhaitent pouvoir faire bénéficier à des nouvelles entreprises les suivis qu'ils ont pu avoir précédemment. Donc, je reviens à Nantes, par exemple, c'est un exemple de ville de province. Il y a des personnes qui ont réussi à lever des fonds, qui ont créé il y a 2 ans maintenant Premier Étage, qui fait de l'amorçage sur Nantes. Et ce sont des gens, 80% d'entre eux viennent du digital et la moyenne d'âge est de l'ordre de 30-35 ans. Donc ça, c'est intéressant effectivement d'avoir ce type de profil. Igor, des choses à ajouter? Une expérience peut-être via des holdings? Une des personnes qui nous a accompagnés au tout début de l'aventure, c'est exactement ce profil-là. Hein. Un succès dans la tech, de l'argent à réinvestir. Donc c'est vrai que quand on pense business angel, des fois l'imaginaire nous dit c'est des chefs d'entreprise qui ont un certain âge qui ont en fait non, il y a aussi des jeunes entrepreneurs qui aussi sont mais ils sont plus discrets, ils sont peut-être plus difficiles à trouver. C'est peut-être une autre démarche, c'est une démarche sur les réseaux et c'est peut-être aussi sur les réseaux sociaux et peut-être une démarche c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, d'aller dans des conférences sur une thématique, un écosystème tech, des conférences tech, des conférences sur maintenant crypto. Ça va être là qu'on rencontrera des BA qui ont eu un premier succès et qui veulent après via le holding investir dans des sociétés. Il y a un point que je voudrais souligner, c'est le fait que la relation, c'est vraiment un échange, c'est un apport mutuel. C'est-à-dire que le BA, il amène de la finance, il propose un accompagnement et c'est pour lui extrêmement enrichissant d'échanger avec les porteurs du projet. Les porteurs du projet, c'est des entrepreneurs, ils prennent des risques, ils s'engagent dans leur projet et ça, c'est vraiment hyper motivant. Moi, je trouve énormément de plaisir à échanger avec les différentes sociétés que j'accompagne, en particulier Content Crypto, parce que vraiment les contacts sont très constructifs et professionnels. Merci. Et on le sent, il y a une belle synergie qui se fait et l'entreprise en bénéficie énormément par la réussite. On parle des holdings, il y a aussi les family office à ne pas négliger, où c'est plus ou moins la même chose en fait. C'est un homme d'affaires. Alors les holdings aujourd'hui, c'est comme le disait Igor, c'est la nouvelle génération. Donc c'est vrai que ça s'est structuré sous forme de holding. Le family office c'était peut-être le véhicule pour les tout premiers start-upers ou du type Xavier Niel, en fait les tout premiers vraiment qui
qui avaient envie de venir de soutenir l'écosystème et qui sont plutôt structurés sous forme de family office. Ou alors, ça va être des structures un peu plus familiales, où effectivement, il y a un patrimoine de famille qui souhaite être investi. Et tout ça, c'est pour vous dire que c'est pas régulé comme va l'être un fonds d'investissement. C'est pas aussi souple que vont l'être peut-être les holdings ou les business angels en direct. Le family office, c'est encore un autre fonctionnement qui est un intermédiaire entre les deux. Et je pense qu'avec... Oui, pardon. Est-ce que j'ai une bêtise? J'ai rencontré des fonds aussi lors de nos démarches qui géraient pour des family office. Donc, il peut y avoir aussi des fonds d'investissement qui sont finalement les gestionnaires de fortunes issues de family office. Oui, totalement, exactement. C'est parce qu'ils ont un style de fonctionnement un peu plus proche. Effectivement, on est plus dans c'est pas de la banque d'affaires, mais c'est proche. Et d'ailleurs, Pierre, peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le fonctionnement de la banque d'affaires dans le financement des startups et des entreprises à ce niveau. Oui, alors la banque d'affaires, elle peut jouer un rôle d'intermédiaire entre le projet et des investisseurs, qui peuvent être des fonds ou des family office. Donc souvent, la banque d'affaires, elle va donc investir pas mal dans l'étude des dossiers, dans la recherche de partenaires. Donc souvent, la banque d'affaires va intervenir quand la société sera assez mature. Et en général, les banques d'affaires interviennent au minimum sur des entreprises réalisant quelques millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc souvent, dans l'histoire d'une entreprise, vous pouvez avoir... je répète une chose qui me paraît fondamentale, c'est qu'une super idée, ça reste un ou plusieurs porteurs de projets qui créent leur projet et qui s'autofinancent. Comme ça, ils restent maîtres chez eux et ça a le mérite d'être simple et performant. Après, il y a la possibilité de prêt classique. Et puis, il y a donc ce dont on parle, le business angel. Et l'apport, c'est à la fois financier et en termes d'échange d'expérience. Une fois que la société a trouvé son marché et qu'elle se développe, eh bien, il y a la possibilité à ce moment-là de faire une nouvelle levée. Et si l'entreprise a une certaine envergure, une banque d'affaires va pouvoir mettre à disposition des analystes, va aussi faire jouer son réseau pour trouver les fonds qui seront le plus adaptés au profil de la société et jouer complètement son rôle. Très bien, je te remercie. La sixième question. Oui, tu veux ajouter quelque chose? Oui, non, c'est quelle est l'importance du réseau? Alors, je ne sais pas ce que sous-entend tout de suite cette question, mais je voulais juste aussi préciser que c'est important aussi entre dirigeants de start-up de discuter, d'avoir des bons liens en fait avec, on va dire ses confrères en fait qui créent des start-up ou qui ont déjà créé des start-up qui sont déjà une série A ou une série B. Pour échanger aussi autour de ça. Nous, ça nous est déjà arrivé d'avoir eu des mises en relation par ce biais-là, et je pense que c'est essentiel aussi de travailler, en tout cas d'avoir un réseau qui soit un réseau d'entrepreneurs à même échelle, parce qu'en fait, soit ils sont passés avant nous, soit c'est nous qui sommes passés par là, et on pourra aussi faire des introductions si le projet aussi est intéressant. Et je pense que ces synergies-là, elles sont très 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 importantes et pas à négliger. Tu voulais ajouter? Oui, j'en profite pour préciser une chose. Souvent, on entend des critiques sur les fonds financiers en exprimant le fait que souvent les fonds financiers sont trop exigeants, vont mettre en priorité l'obtention d'un TRI, c'est-à-dire un retour sur investissement exigeant, et ils sont souvent critiqués là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont se tourner, certains d'entre eux, vers des business angels, en espérant une relation plus humaine. Et effectivement, beaucoup de business angels vont être heureux de placer de l'argent et vont être moins vigilants sur le taux de rentabilité ou exigeants là-dessus. Et ce qu'il faut bien avoir en tête quand même, c'est qu'il y a le revers de la médaille de ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas pour autant que ça devienne moins professionnel. Dans les gens que je côtoie comme business angel, je trouve que j'entends trop souvent des gens dire
Oui, bon, bah, si le projet fonctionne pas complètement, on aura quand même aidé l'économie locale, par exemple. Hein, voilà. Mais je pense qu'il faut rester professionnel. Et je pense que quand on amène un financement, eh bien, on doit veiller à accompagner le dirigeant pour que. Alors, le premier truc, c'est que le projet se développe bien comme le souhaite l'équipe dirigeante. Donc, c'est intéressant d'échanger sur la vocation d'entreprise, sa mission, savoir si les dirigeants, si les choses évoluent bien comme le souhaitent les dirigeants. Et puis, encourager les dirigeants à être exigeants. Beaucoup d'entreprises rencontrent des difficultés et on peut éviter certaines d'entre elles en anticipant, donc en veillant bien à la précision des objectifs. Un point qui est très souvent négligé, c'est l'analyse de l'environnement concurrentiel. Et donc, le business angel doit encourager à être pro. On n'est pas là pour excuser le dirigeant, on n'est pas là pour encourager bon, si tu as des difficultés, je serai là pour te consoler. Non, non. L'objectif, c'est un point qui me semble important aussi, c'est que le business angel doit investir dans des sociétés qui ont certes des risques, mais qui ont un potentiel. Et il faut aider à ce potentiel-là. Rien n'est plus triste que d'investir dans une entreprise, donc encourager des porteurs de projets et les encourager à aller vers une activité non rentable, galère ou qui ne correspond pas aux souhaits des dirigeants. Et là-dessus, trop souvent des dirigeants me disent « Ah, je fais pas appel à un business angel ou autre parce que mon projet est trop petit. » Moi, ça me dérange pas. Un projet peut rester à moins de 5 personnes. Même. Ce qui est important, c'est que ce soit cohérent par rapport à ce que souhaitent les dirigeants. C'est ça qui me paraît fondamental. Et dans ton discours, ça me permet de rebondir. C'est une question que je voulais aussi vous poser à tous les deux. C'est sur la... Pierre, tu parles d'être pro et de bien formaliser les choses. On peut aussi avoir la tendance à se dire, en tant que porteur de projet, enfin chef d'entreprise en réalité, on va se faire financer par des BA, donc peut-être que les documents que je vais rendre je vais être un peu moins exigeant, je peux y aller plus vite que pour aller voir un fonds. Qu'est-ce que vous pensez un peu de ce constat? C'est compliqué ça, parce que c'est bien d'avoir un certain pragmatisme, hein, c'est bien de comment dire ça. Ce qu'il y a de fou aujourd'hui, c'est que quand on crée quelque chose, on dépense parfois plus d'énergie sur le côté administratif des choses qu'à chercher son marché, qu'à commercialiser son produit. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir, quand on commence, c'est pas la peine de faire des packs d'associés énormes, quoi. Par contre, il faut absolument quand même faire appel à un avocat sur une prestation assez basique, mais avoir quand même un conseil spécialisé et qui va vous être vigilant sur les points essentiels. À partir du moment où il y a un business angel, il doit y avoir un pacte. Le pacte doit être relativement précis pour ne pas se retrouver dans quelque chose de flou. Voilà. Igor, oui, je pense qu'il ne faut pas attendre. Tu as eu affaire à un fonds et à des business angels, donc ça peut être intéressant d'avoir ton retour aussi. Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai qu'au début, on pense pas forcément à se structurer sur du reporting, sur on vraiment se concentre sur le développement tech, le développement du produit, la commercialisation, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément la concentration. En tout cas, on n'est pas assez concentré sur les KPI réguliers, sur des reporting commerciaux, sur voilà où est-ce qu'on en est dans le MRR de manière hebdomadaire. Et je pense que dès qu'on commence, là, par exemple, pour ma part, en série, en seed, à amener des BA, un fonds d'investissement, c'est des choses qui nous seront demandées. Et si on veut, plus tôt on met ces choses-là en place et plus tôt on est conscient de tout ça, plus facile sera l'échange et la remontée d'informations. Et c'est vrai que ça permettra d'anticiper beaucoup de problèmes, en fait,
si on se rend compte que nos objectifs sont pas atteints au bout d'un an, bah c'est presque trop tard. Il faut qu'on anticipe ça. Il faut quitte à revoir ses objectifs. Et c'est vrai que bah ça c'est un travail qu'on fait avec Pierre. Et c'est un travail qui nous permet dès maintenant d'être vraiment carré. Et je pense que c'est essentiel. Et vous aviez, ouais, c'est important et ça va encore plus convaincre finalement les investisseurs qui rentrent dans la boucle que de voir que vous êtes. Bah, ça va les rassurer en fait. J'aborde la dernière question, peut-être 2 minutes, comme ça on pourra laisser après une session de questions-réponses. Une fois que, ça y est, on a un peu abordé, hein, mais une fois que ça y est, on a une relation qui doit s'établir et que les choses sont faites, finalement la séduction et le grand jeu est passé, comment on établit une relation constructive avec son business angel? Igor, peut-être je te laisse répondre et je compléterai. Je pense que pour établir une relation constructive, il faut qu'il y ait des points réguliers et il faut que les besoins peuvent venir des deux côtés. Ça peut être un besoin du business angel d'être rassuré ou d'avoir des précisions sur tel sujet, et ça peut être aussi des questions du porteur de projet ou du chef d'entreprise pour avoir un partage aussi d'expérience, parce que ça je pense que c'est Pierre, tu disais tout à l'heure que on pose des questions, on n'est pas forcément là pour mais le partage d'expérience il est essentiel, je pense, et en tout cas pour moi c'est assez important. Mais après voilà, c'est ça, c'est avoir des points réguliers sur des sujets qui sont primordiaux pour l'entreprise. Question d'objectifs, question de reporting financier, parce que là on rentre on a des comptes à rendre. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et puis alors c'est pas il faut bien les préparer aussi, ces points. C'est-à-dire que ce qu'il y a de bien, c'est d'envoyer au business angel, d'abord au début de la relation, définir quels sont les indicateurs qu'on va suivre. Ce que je trouve bien, alors moi je vois beaucoup trop de startups au début du contact qui envoient des tableaux Excel très complexes. Et en fait, ce qu'il faut arriver, c'est à synthétiser le suivi de l'activité. Pour moi, normalement, dans 80% des cas, on peut suivre l'activité avec 3 à 5 indicateurs mensuels. Donc, il doit y avoir dedans un indicateur sur la trésorerie, parce que c'est le carburant de l'entreprise. Et il y en a un, par exemple, qui va être sur le chiffre d'affaires, et puis, par exemple, l'autre qui va être sur le nombre de clients. Ce qui est important, c'est de bien déterminer si c'est, par exemple, le nombre de clients c'est par le nombre de clients que vous allez pouvoir ou pas réaliser votre business plan. Donc, l'idéal, c'est d'avoir très, très peu de points, de pouvoir en quelques minutes au début montrer au business angel si la situation est bonne ou compliquée, et avec des choses extrêmement précises. Par exemple, le suivi de la trésorerie, il doit être fait, par exemple, le 5 de chaque mois, une fois que les salaires sont payés, et là, vous avez une vue réaliste sur votre trésorerie. Et ensuite, à partir de ces quelques chiffres-là, il y a un débat qui peut être à ce moment-là approfondi, et ça peut être bien quand, par exemple, on voit que le chiffre d'affaires, les objectifs ne sont pas complètement réalisés, eh bien, aller vraiment dans le détail. Et puis, à ce moment-là, peut-être programmer une mission particulière. On va faire une analyse avec, par exemple, la personne qui est en charge le commercial pour analyser et pour lui demander un prévisionnel précis pour rattraper les objectifs qui n'ont pas été réalisés, par exemple, ou bien pour revoir les objectifs à la baisse. Et là, c'est vraiment important d'être précis et que l'échange avec le business angel se traduise bien par des actions, et qu'on essaie par là d'impacter les résultats à venir. Oui, et on en a parlé aussi au tout début du point, c'était que chacun vraiment reste dans son rôle. Hein, c'est pour ça que le business angel pose les questions à l'entrepreneur. L'entrepreneur, en fait, va mettre en avant des chiffres, sélection de chiffres qui seront prétexte à la discussion et qui vont permettre de comprendre, voilà, pourquoi on est en retard sur là-dessus, sur nos objectifs, et puis ensuite derrière discuter et approfondir tel ou tel point. Et c'est ces points-là qui permettront d'anticiper les problèmes qui auraient pu intervenir par ailleurs. Donc la transparence et de la simplicité pour avoir une relation positive.
Je vous remercie vraiment à tous les deux parce que c'était d'une clarté, d'une simplicité et puis en même temps riche d'informations. Merci beaucoup à vous deux pour votre temps. Je propose d'arrêter mon partage d'écran et puis de répondre à vos questions. On vous a mis quelques liens si vous souhaitez revoir les webinaires ou le partager. Enfin, n'hésitez pas à scanner le QR code. On pourra vous partager également ce support si ça vous intéresse. Dans tous les cas, ce webinaire sera à nouveau disponible sur notre chaîne YouTube. J'arrête le partage d'écran et je reviens à vous. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez la chance d'avoir un business angel en activité, un start-upper et puis un futur business angel parce que Sébastien nous l'a confié tout à l'heure. Bonjour, moi j'ai une petite question. Il y a un peu de retour, mais c'est pas grave. Du coup, on a parlé des holdings. Et par contre, ce que j'ai vu, c'est que un investisseur peut avoir des remises d'impôts de 25%, même 30% si on est en JEI. Mais du coup, si il investit à travers la holding, il peut pas y prétendre. Est-ce que c'est important pour un business angel finalement de faire un peu de remise d'impôts? Ça va être au cas par cas peut-être, mais est-ce que c'est si on passe par une holding, finalement, on va pas pouvoir le proposer. Du coup, l'investisseur pourrait potentiellement mettre plus s'il avait une remise d'impôt, je sais pas. C'est une question qu'on se pose aujourd'hui parce qu'on fait des bons de souscription et on nous a dit passer par une holding parce que ce sera plus facile pour le fonds suivant de se projeter avec une table de capitalisation avec moins de personnes. Mais du coup, on avait parlé avec eux de remise d'impôt et s'ils passent par la holding, ils n'en auront pas, quoi. Moi, je vais peut-être faire joker parce que je pense que Myriam s'y connaît mieux que moi là-dessus. Moi, j'avoue que les environnements fiscaux changent tout le temps. Moi, j'ai créé ma société de capital risque, c'était en 2006. Et donc, j'ai une énergie folle, donc il y a une complexité démente. Donc, j'ai un peu la faire, quoi. Donc, quand il y a des trucs possibles, j'essaie de les faire. Mais pour moi, c'est pas le... Donc, puis, Myriam, tu connais mieux que moi, je pense, là-dessus. Alors, fiscalement, je pense que ça dépend un peu de tous les profils. Je suis pas sûre. Alors, il y a souvent le régime Murphy qui est quand même apprécié. Je pense que c'est peut-être le statut le plus couramment abordé par les business angels. Je l'ai pas mentionné, mais je suis moi-même business angel par FBA, Femme Business Angel. Et quand je parlais avec certaines des investisseurs avec qui je co-investis, en fait, elles sont très réticentes à tout ce qui est SPV, holding, et en fait, ce genre, en termes de business angel, c'est souvent en fait des véhicules et des montages qui sont... Alors, il y a un groupe de business angel qui l'aime particulièrement et qui le pousse, ça va être Paris Business Angel, mais je sais que tous les autres sont quand même très réticents parce qu'ils perdent leur pouvoir de justement tout ce dont on parlait, de conseils, d'accompagnement. Finalement, ils ont le sentiment d'être mis dans une poche qui est juste une poche d'investissement et ils vont dire, si tu viens me voir juste pour mes fonds, on va voir en fait un fonds d'investissement parce que nous, on a vocation à apporter plus. C'est pour ça que, au-delà des considérations purement fiscales, où un business angel peut être plus ou moins coulant là-dessus, c'est plus des implications de relationnel et d'implication qui viennent bloquer à partir du moment où il y a des SPV ou des holdings qui se mettent entre l'entreprise et le business angel. Je réponds à la question, Lucas? Oui, je comprends. Mais après, du coup, la question se pose pas trop si c'est un groupe de business angels, parce que s'ils viennent tous ensemble, du coup, ça sert à rien. Ils sont déjà dans un groupe. Par contre, si on va les chercher avec des bons de souscription un par un, c'est là où, du coup, la question se dit, est-ce qu'on les remet, on leur regroupe ou pas? Est-ce qu'ils vont ne pas se sentir, du coup, suffisamment impliqués s'ils sont regroupés dans un véhicule à part, quoi? Je pense que ça dépend du nombre aussi de business angels et l'idée, c'est d'avoir aussi un interlocuteur. Pierre l'évoquait tout à l'heure. Si on commence à avoir plein de business angels qui commencent à vouloir te parler, ça risque de prendre beaucoup de temps. Dans une précédente boîte, on avait levé auprès de BA, ils étaient 16 en fait, c'était un groupe. Et en fait, ils avaient créé une structure et on avait un seul interlocuteur et c'est lui qui s'occupait de tout. Il avait la possibilité de signer les documents, d'être là aux assemblées générales et tout ça. Mais c'est vrai que c'était beaucoup plus pratique et sur la table de capitalisation, c'était aussi beaucoup plus simple. En cas de levée de fonds, c'est souvent regardé. Si tes business angels se mettent ensemble et qu'ils sont d'accord de créer ensemble ce holding, enfin ce véhicule,
Ce sera peut-être plus simple que s'ils sont plusieurs de différents groupes mis là-dedans. La relation ne sera pas la même. Je crois que j'ai pas compris la dernière remarque. Non, ce que je... différents groupes, s'ils sont tous indépendants? Oui, non, si ce véhicule est créé par déjà un groupe, ils se connaissent déjà un peu le fonctionnement qu'Igor vient de décrire. Ils se sont mis d'accord, ils désignent quelqu'un ensemble. Finalement, ils ont les clés. Le véhicule, c'est juste pour faciliter. Ça peut être plus facilement accepté que la solution où finalement vous l'imposez. Ils n'ont pas forcément beaucoup de pouvoir. Il n'y a pas vraiment de relation et de connexion avec l'entreprise. La deuxième option est très peu appréciée des business angels. Il y a une question pour le jeune Michael. Peut-être que Igor, je ne sais pas si tu l'as vu sur le chat. Combien de BA j'ai contacté avant de trouver les bons? Finalement, pas tant que ça, parce qu'à chaque fois, ça s'est un peu fait naturellement. On n'a pas eu une recherche active de BA. La première fois, on était en période de levée, on avait un besoin. Enfin, le projet avait un besoin en financement. Et on avait défini ce besoin et en discutant par le réseau, en fait, ça s'est fait naturellement. Et après, c'est vrai que là, quand j'ai rencontré Pierre, on avait l'idée de le lever sur la fin d'année et on s'est rencontrés à l'été. Ça s'est fait, on va dire, plutôt naturellement. On n'avait pas encore engrangé toutes les démarches, mais donc ouais, j'en ai pas contacté beaucoup, voire très peu. Mais par contre, on avait des gens intéressés qui nous ont fait des propositions, qui ont voulu nous accompagner, et voilà, ça c'est arrivé aussi. Puis pour être invité une nouvelle fois, je préciserai que Myriam a joué un rôle très important de mise en relation et d'accompagnement de Contact Crypto également pour organiser les levées de fonds, etc. Merci Pierre. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Il y a d'autres questions ou commentaires ou informations que vous aimeriez avoir? Sébastien, je profite de ces 2 minutes. il y a eu un teasing. Est-ce que, en tant que futur business angel, il y a des questions, des interrogations? Non, personne. Bon. Eh bien, écoutez, dans ces cas-là, on va s'arrêter là, comme ça on respectera notre timing. S'il y a des questions qui viennent après coup, n'hésitez pas à nous écrire. Hein. Notre adresse est contact@aconeo.fr. On consulte très régulièrement la boîte mail. N'hésitez surtout pas, merci Mickaël, à nous écrire.